Alexandre Vican, chef de service des usages et des services numériques à la collectivité de Corse, à qui il revient la lourde responsabilité de synthétiser cette journée. Je ne sais pas, j'aimerais vraiment pas être à ta place, Alexandre. Que oui, je dis oui à la lourde responsabilité. Merci de me donner cette responsabilité, mais je me vengerai. Eric, prochain événement un peu complexe, on prend l'équipe qui m'a confié cette tâche et on lui donnera la même tâche. Je vous donne rendez-vous à Territoire di Domani en juin pour la synthèse. Non, que dire, donc journée très riche. Moi j'ai trouvé cette journée passionnante, mais du coup la synthèse est difficile, alors je vais vous demander d'être un peu indulgent avec moi. En plus c'est un peu personnel, une synthèse, pour des raisons de facilité. J'en ai pour à peu près 1 heure. Non, j'en ai pour, j'espère, moins de 10 minutes. Je vais suivre en fait le planning de la journée, en rappelant les grands moments. Alors au tout début de la journée, on a commencé avec Madame Devilliers, qui nous a expliqué que donc l'IA, l'intelligence artificielle et du coup la data qu'il y a derrière, bouleverse nos vies, nos modes de vie, nos sociétés, mais également nos cerveaux, et qu'il fallait donc définir un cadre de valeurs, un cadre éthique, qui nécessairement, selon les régions du monde, est différent. Et qu'on pouvait intervenir à 3 niveaux, by design, à la conception, avec l'éthique des usages, pour prévenir des effets néfastes, et aussi avec l'éthique sociétale, pour prévenir les transformations profondes de la société. Et qu'on était en train de le faire au niveau européen, elle avait un discours assez rassurant, que l'UE s'était emparée de ce sujet, travaillait dessus, et qu'à horizon 2025, on aurait les premiers éléments législatifs au niveau européen pour lutter notamment contre les dark patterns et autres. Et que côté français, il y avait également donc une action qui était menée notamment par le Comité national pilote d'éthique du numérique, le CNPEN, le P étant pilote, on était sur un POC qui vise à être pérennisé, qui peut se saisir, s'auto-saisir, et qui fait un certain nombre de recommandations. J'ai retenu de son intervention qu'aujourd'hui, heureusement, on était avec de l'IA faible, et pas de l'IA forte, donc ouf, l'IA reste bête aujourd'hui, on a encore la maîtrise, donc il faut arrêter les fantasmes sur l'IA forte. J'ai retenu aussi que ChatGPT, semblait intelligent, mais ne l'était pas du tout, mais c'était les limites des transformers, et qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait, ChatGPT, donc rassurons-nous. Et j'ai retenu aussi quelque chose de nouveau, et c'était qu'il ne fallait peut-être pas, alors c'était plus pour la robotique et l'IA, anthropomiser, c'est-à-dire projeter trop l'humain sur ces machines-là, sans quoi nous allons les considérer comme des humains, et ça va nous porter préjudice tôt ou tard. Ensuite, nous avons eu Fabien Girandola, qui nous a expliqué qu'il y avait une différence entre la persuasion et la manipulation, et que la manipulation était un peu perverse parce qu'il y avait des choses explicites et des choses implicites, donc on ne voit pas. Qu'il y avait les nudges, ça c'était plutôt pour la bonne cause, on essaie de donner envie aux gens de faire des choses bien, mais qu'il y avait aussi des sludges, et que là c'est plus pernicieux, on essaie de décourager les gens de faire des choses, et le plus souvent pour leur déclencher un acte d'achat. Qu'il y avait beaucoup de publications et de recherches sur ces sujets-là, et qu'on savait dans quoi on allait, et qu'il fallait donc raison garder. Il nous a également parlé de phénomènes d'enfermement idéologique, ou d'enfermement dans ce qu'il a appelé les chambres d'écho, et l'aspect polarisation, et que pour lutter contre cette polarisation mentale, il fallait muscler son esprit critique, utiliser des nudges pour préciser sa pensée, éduquer les gens aux médias et surtout se vacciner. Alors après le Covid, moi j'ai pris 4 doses, maintenant je sais qu'il faut que je me fasse inoculer le vaccin le plus tôt possible dès l'école contre ces phénomènes-là. Ensuite, on a eu une table ronde intéressante. Je continue, hein. On a appris que des choses bougeaient. Je ne sais pas si Sarah Cornu est toujours là, mais dans l'éducation nationale, et c'était important parce que
Avant, on parlait de vaccination dès le plus tôt possible contre ces phénomènes, et qu'il y avait donc une stratégie numérique pour l'éducation qui est en train d'être déclinée au niveau de la Corse, qui avait beaucoup de travail avec l'INSPE, donc qui forme nos instituteurs, qui avait également une charte de la culture et de la citoyenneté numérique, et que tout ça apportait des outils finalement qui sont déclinés petit à petit dans l'éducation nationale et auprès des plus jeunes enfants de notre société. Marie-Laure Nivet nous a dit, là c'était pour les plus grands, qu'elle était pionnière en la matière de cours d'éthique et qu'elle n'avait pas été tellement suivie au début, il y a une dizaine d'années, mais que finalement, ça y est, au niveau du master informatique, nos jeunes diplômés sont formés avec l'objectif de les conscientiser afin qu'ils se posent des questions sur l'éthique et le numérique dans leur vie professionnelle. Et qui finalement, ils essaient de changer le système de l'intérieur. Vaste sujet. Laurence Moscardini nous a dit que c'était un sujet plus large que les développeurs, le monde de la tech, que ça concernait tout le monde, tous les étudiants et tous les âges, et que finalement l'humain était complexe et qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, et qu'on était dans une forme de nuance. Ce sur quoi finalement j'ai retenu aussi que il fallait peut-être délivrer une sorte de permis de conduire à l'utilisation du numérique. Ça, c'était Marie-Laure qui l'avait évoqué. Qui avait aussi, dans cette table ronde, beaucoup de sujets qu'on a abordés après. La question d'un modèle économique aujourd'hui qui est très consumériste et qui, peut-être, tant qu'il est là, posera souci. Qu'il y avait un manque d'acteurs qui proposait des contre-modèles aux GAFAM au niveau européen et que jusqu'à maintenant on a raté un coche. On a pu réussir par exemple avec des Airbus à un certain moment, je pense dans les années 70, l'histoire a dû commencer là, mais qu'on n'a pas réussi à le faire pour proposer des contre-modèles et que malheureusement, même si nous travaillons sur un encadrement législatif, qu'il y a des normes d'usage, c'est ce qui vient d'être dit, par ces GAFAM et qui font que si on ne propose pas de contre-modèle plus open et éthique, ces normes d'usage font que les GAFAM resteront utilisées majoritairement par les individus. Qu'avons-nous dit d'autre ? Que je saute un peu parce que sinon je vais être trop long, tu tiens la montre. Hein. Là on est quasiment à la mi-journée. Qu'il y avait des paradoxes, j'ai noté un paradoxe, mais on a été dans le paradoxe tout au fil de la journée. Lors du Covid, où les gens finalement voulaient pas utiliser l'appli anti-Covid, mais tous les jours utilisaient les applis des GAFAM pour converser et échanger avec leurs proches. On a également, lors de cette table ronde, un peu tué le mythe de la Startup Nation, qu'il fallait sortir de ce modèle et trouver un contre-modèle aussi à la Silicon Valley et peut-être détourner un peu le regard du modèle américain. Ensuite, on a mangé. C'était bien, c'était court, mais bien. Et puis, nous avons continué l'après-midi en recentrant un peu sur la data, avec dans un premier temps donc une intervention de Mariam Chamat qui nous a expliqué, et c'était rassurant, qu'il y avait tout un travail interministériel au sein d'une direction pour prendre en compte et tester le comportement des citoyens par rapport aux nouvelles solutions de politique publique qui étaient mises en œuvre. Et que c'était très important de prendre en compte les potentiels impacts et comportements qui allaient découler, de manière à éviter les effets rebonds. Elle a cité, je pense qu'on va tous le garder en tête, l'exemple des cobras en Inde, où finalement le remède a été pire que le mal. Et que, en prenant en compte ces comportements, en les analysant au préalable, en les testant, en expérimentant, ça conditionnait finalement la réussite des politiques publiques. Et quand elle a dit ça, je me suis dit que peut-être je me tourne vers le lab d'innovation de la collectivité de Corse. On pourrait peut-être demain travailler sur ces sujets-là. Elle a également dit, et ça c'était très intéressant, qu'il ne fallait pas hésiter à utiliser les armes de l'ennemi pour conscientiser les citoyens, en faisant la fausse vente de la machine à café. Donc il faut utiliser les armes de l'ennemi
pour conscientiser les gens à la chose. Ensuite, nous avons eu Régis Châtelier de la CNIL qui donc nous a expliqué qu'aujourd'hui, ce droit individuel, il fallait le défendre avec des leviers collectifs, qu'il y avait à peu près 13 000 plaintes aujourd'hui qui étaient déposées chaque année par des citoyens, et que toutes ces plaintes touchaient d'une certaine manière à l'intime par rapport à la donnée personnelle. Et que la CNIL, j'ai retenu ça, avait également travaillé en 2017 sur 2 principes fondamentaux que devaient respecter les algorithmes. Un principe de loyauté, et cette loyauté elle doit être définie collectivement, et un deuxième principe, un principe de vigilance et de réflexivité, c'est-à-dire de pouvoir revoir dans le temps, se re-questionner collectivement sur l'évolution des algorithmes et de l'intelligence artificielle, notamment pour prévenir le jour où ça viendra, quand il y aura des IA fortes, de prévenir éventuellement le fait qu'elles échapperaient à notre contrôle, ou en tout cas à une partie de notre contrôle. On a abordé également avec Monsieur Châtelier de la CNIL des questions autour du bon et du mauvais usage qui n'existait pas et que finalement les gens faisaient des choix par rapport à ces solutions-là en fonction du service qu'ils allaient pouvoir en tirer et finalement des concessions qu'ils acceptaient de faire par rapport à leurs données privées. Enfin, nous avons conclu avec la dernière table ronde, j'ai fini. Alors là, c'est plus difficile parce qu'il y a eu beaucoup de choses dites, mais j'ai noté des mots. Donc on a parlé beaucoup de data, de co-construction, de représentativité finalement sur les citoyens quand on essaye d'avoir leurs avis, de création de socle de valeurs, de création de confiance, de personnes éloignées du numérique qu'il fallait essayer d'accrocher sur ces sujets-là, alors même qu'ils sont éloignés du numérique, et de certains qui veulent le rester. On a parlé également de numérique responsable, d'équité, de difficulté de l'économie de la donnée aujourd'hui, et de son côté non équitable, ou en tout cas le fait qu'il fallait défendre une économie équitable autour de ces enjeux-là, et de l'aspect enfin démocratique et souveraineté, je pense à l'intervention à la fin du monsieur, là-bas, sur finalement, quelle délibération citoyenne on a, où parlons-nous, débattons-nous et décidons de ce qu'on veut faire ou pas collectivement avec cette société digitale. Alors voilà, en guise de conclusion, j'ai noté quelques mots. On a un triptyque avec de l'éthique qui est en train d'être défini, un socle de valeurs, on l'a vu ce matin. On a des garde-fous qui sont en train d'être définis avec la loi, et on a également des normes, des standards internationaux, avec toute la difficulté de la représentativité, de la diversité des acteurs, et aussi du lobbying des grands groupes là-dedans. On a parlé finalement de nuances, qu'il n'y avait pas de bon ou de mauvais usage. On a également eu un message d'espoir un petit peu de la part de Madame de Villiers qui nous a dit à la fin qu'il fallait pas baisser les bras, que ce soit pour la création de contre-industriels européens, mais également pour le reste, pour la définition de l'éthique, de cadre éthique, de normes et de garde-fous, donc de lois, et que tout peut changer du jour au lendemain. C'est pas parce qu'aujourd'hui, finalement, tout le monde utilise, admettons, les GAFAM, et qu'il y a une forme de prédation et d'aliénation, tout ça peut très rapidement être modifié demain. Et qu'il faut les garder espoir et se battre pour ça. Et on a surtout parlé beaucoup d'éducation et d'acculturation, à la fois vers les citoyens, notamment vers les plus jeunes, et en toute fin de table ronde également vers nos élus, nos décideurs, de manière à ce qu'ils s'emparent de ces problématiques-là et de ces enjeux. Et voilà, de construction d'un contre-modèle ensemble. Alors, j'ai terminé et j'ai juste une proposition. Parce que comme il faut garder espoir, dédramatiser, se questionner et éduquer la population, je propose
qu'on puisse organiser, on pourra en débattre, d'inviter toute la troupe de théâtre de Madame Davilliers pour qu'elle puisse produire. Alors, ça, je ne sais plus. Voilà, elle a une pièce de théâtre qui s'intitule Qui a hacké, c'est ça, Garuzia. Voilà. On pourrait la traduire en langue corse, avec la un clavier produire, ergonomique. et peut-être on arriverait à capter plus de monde autour de cette pièce de théâtre débat. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre Vicamp, pour cette synthèse.